De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Samuel Gembok et Jean-François Kandji-Kombe sont toujours avec nous. Après plusieurs années de croissance, le marché des soukouks a connu une sérieuse dégradation. En 2015, les volumes totaux d'obligations financières conformes aux préceptes de l'islam émis à travers le monde se sont en effet limités à un peu plus de 63 milliards de dollars en 2015. En Afrique, c'est un marché, quant à lui, qui se développe très timidement. Oumou Keltsumba. Le marché des soukouks a connu une régression en 2015. Les volumes des obligations conformes à la charia émises à travers le monde se sont établis à 63,5 milliards de dollars en 2015 contre 116,4 milliards de dollars en 2014, soit une baisse de 45%. Quant aux États africains, ils n'ont émis qu'à ce jour qu'1 milliard de dollars de soukouks contre une moyenne mondiale de 100 milliards de dollars par an au cours des 5 dernières années. Au niveau global, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émissions de soukouks entre la Malaisie, entre Bahreïn, entre l'Arabie Saoudite avec Saudi Aramco qui avait mis un important soukouk et le marché de Londres. Et on parle de plus de 2 000 milliards de dollars sur le marché de la finance islamique avec plus de 25% de taux de croissance. Mais jusqu'au dernier chiffre récemment qu'on avait eu, l'Afrique de l'Ouest, où l'Afrique de l'Ouest détient moins de 5% de ses revenus de la finance islamique. Cela n'empêche que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique globalement, mais surtout l'Afrique de l'Ouest, se positionne comme un Eldorado potentiel. Le gouvernement ivoirien a mis en place un programme d'émission de soukouks souverains d'une valeur de 150 milliards de francs CFA durant la période 2015-2020, afin de financer des projets de développement. À l'instar des pays africains, les analystes soutiennent que la finance islamique est un levier économique important pour le continent. Les soukouks, c'est un instrument pour donner plus de visibilité à nos pays, pour taper sur le marché important de la finance islamique qui est plus de 2 000 milliards de dollars à travers le monde avec un taux de croissance de plus de 25% et qui est un marché intéressant pour l'Afrique parce que les investisseurs en finance islamique, surtout en termes d'investissement direct, s'intéressent à l'Afrique parce que les retours sur investissement sont plus importants. Pour 2016, une nouvelle baisse mondiale des volumes des soukouks entre 50 et 55 milliards de dollars est prévue. Cependant, l'Afrique pourrait connaître une évolution du marché de la finance islamique. Compte tenu de la détérioration de leurs comptes publics, de nombreux États pourraient recourir aux obligations islamiques. Jean-Marie, les soukouks perdent de l'influence dans le monde entier, mais sur le continent africain, c'est un peu la tendance inverse qui est en train de se profiler. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique qu'on ait une tendance qui soit inverse à ce qui se passe dans le monde entier, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est le continent sur lequel vous avez la destination des fonds d'investissement internationaux se dirige essentiellement vers l'Afrique. Donc, de mon point de vue, c'est pas tout à fait alarmant que vous ayez, si vous voulez, cette baisse-là. Vous savez, en économie et surtout dans la finance internationale, vous avez toujours au départ, quand on lance tout ce qui est technique financière, vous avez un engouement au départ qui suscite la curiosité. Et après, si vous voulez, les choses se normalisent dans le temps. Et l'Afrique est appelée, on l'a rappelé dans le reportage, c'est que vous avez quand même un trésor qui est de 2 000 milliards de dollars qui est destiné à la finance islamique. Donc, quel qu'en soit le cas, l'Afrique en bénéficiera de manière relativement importante, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les taux de retour sur investissement sont relativement importants. Donc je pense que le marché est en train de digérer la surchauffe qu'il y a eu au démarrage de tout lancement, si vous voulez, d'un instrument de financement économique qui concerne le monde entier. Donc je pense que quand on sait très bien que les fonds souverains sont derrière ça, je ne pense pas que la dynamique va s'étendre aussi rapidement que ça. Alors Samuel, les soukouks ont connu de nombreux succès sur le continent africain ces dernières années, mais paradoxalement, la finance islamique dans son sens plus général peine à s'imposer en Afrique. Oui, elle peine à s'imposer. Cela s'explique aussi par l'absence de visibilité sur le long terme dans certaines économies du continent. Il faut relativiser encore une fois. La réalité, c'est que l'Afrique du Sud en a bénéficié suffisamment, le Sénégal aussi. Et à partir de l'expérience sud-africaine et sénégalaise, il y a d'autres pays qui s'inscrivent dans la même dynamique,
notamment la Côte d'Ivoire, le Niger et le Nigeria. Simplement, il faudra voir comment ces pays vont se structurer en termes de stabilité sur le long terme et comment ils vont dynamiser leur secteur privé. Si le Conseil islamique pour le développement du secteur privé identifie des poches d'opportunités en termes d'investissement, je pense que les pays qui présenteront plus de stabilité bénéficieront davantage de la finance islamique. Jean-François, est-ce que la finance islamique est un segment de finance sur lequel le continent africain doit et peut compter aujourd'hui ? J'ai toujours pensé, je l'ai même dit ici, que la finance islamique était sans doute le produit financier, en tout cas la technique financière la plus adaptée pour les États africains, parce que c'est une finance équitable, si l'on peut dire, où il y a l'interdiction, par exemple, de l'usure, ce qui est très courant dans les financements internationaux, et une grande partie de l'endettement des États africains est due notamment à cela. J'ai pensé également, et je continue à penser, que un des freins à l'expansion de la finance islamique en Afrique, c'est peut-être précisément de l'avoir appelée finance islamique. Parce que je crois que ce n'est pas un hasard si la finance islamique prospère beaucoup en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Sénégal. Ce sont des pays où pas seulement les institutionnels, l'objectif d'un produit financier, c'est pas seulement que les institutionnels puissent y avoir recours, c'est aussi que les particuliers puissent y avoir recours. Et il y a des éléments, je crois, d'ordre culturel, d'ordre intellectuel qui peuvent jouer. Et c'est un peu de cette manière que j'analyse le fait que la finance islamique en Afrique centrale n'a pas vraiment pris. Il y a des financements, mais je pense que la marge est encore très très large parce que on le commente souvent autour de ce plateau. Les États africains, quand ils font un recours au marché, ils vont passer par l'euro, par exemple, des eurobonds. Ils vont faire des eurobonds au lieu de faire des soukouks. On peut imaginer, alors même que je pense que les soukouks sont plus avantageux que les eurobonds. Donc il y a un potentiel de développement considérable à suivre. Et on va terminer cette émission par une belle histoire. Ça se passe à Ndjili, une commune de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette ville, la mécanique est le principal métier des jeunes autodidactes. Ils offrent à moindre coût des prestations dans le domaine de la mécanique, faisant de cette commune un réel centre de formation. C'est un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Nous sommes au quartier 7 à Ndjili, l'une des 26 communes de la ville de Kinshasa. Ici, une bonne partie des jeunes exercent le métier de mécanicien sans avoir reçu au préalable une formation. Ndjili enregistre ainsi un nombre considérable de garages. De l'adaptation de pièces à la révision moteur, en passant par la peinture, ces mécaniciens autodidactes répondent aux besoins de ceux qui ne peuvent pas s'offrir les services des grands garages de la capitale. Nous faisons un bon boulot. Il n'y a pas de différence entre des grandes sociétés qui s'occupent, par exemple, de borcelage, la peinture, de quoi que ce soit. Nous faisons le même boulot qu'eux. Mais il y a la petite différence est que ici le prix est trop bas. Donc c'est comme cela que nous obtenons quelquefois des gens qui quittent des grandes sociétés pour venir travailler ici et donner leur travail ici et que nous le faisons à bon prix. Ndjili est devenu un centre de formation pour des milliers de jeunes de la capitale qui s'orientent vers la mécanique. Ici, on se passe de la théorie, la pratique et les maîtres mots. 1 à 2 ans suffisent pour que ces jeunes se fassent appeler maîtres mécaniciens. L'État doit aussi intervenir. L'État doit aussi intervenir parce que c'est aussi un secteur non négligeable qui peut s'avérer aussi être une source porteuse aussi de croissance dans notre pays. Et aussi, cela nous montre à suffisance que dans sa politique économique, l'État devait également songer surtout à financer, à donner beaucoup plus de crédits aussi aux PME. La commune d'Ndjili apporte à sa façon une réponse à la problématique de l'emploi dans un pays où, malgré la croissance économique et les 11 places gagnées dans l'indice du développement humain en 2015, le taux de chômage reste l'un des plus hauts du continent. Jean-Marie, c'est un véritable pied de nez aux autorités, sans l'aide de l'État. Ces jeunes, sans formation, sans qualification, sont devenus aujourd'hui de véritables mécaniciens. Vous savez, Amira, j'insiste toujours sur ce plateau sur un principe simple. Pour que l'Afrique puisse se développer, on a, si vous voulez, un instrument de développement de l'Afrique.
J'ai dit souvent que l'Afrique a besoin de quoi? L'Afrique a besoin, si vous voulez, de ces techniciens-là pour pouvoir se développer. Et je l'ai dit souvent, nous sommes tous sur ce plateau, des intellectuels, mais je pense que notre participation elle est secondaire par rapport à des petits métiers comme ceux-là qu'on peut négliger. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez derrière la théorie de l'apprentissage. L'Afrique a besoin d'une armée de techniciens pour pouvoir se développer. J'ai dit souvent qu'une émergence, ça ne se décrète pas, elle se construit. Voilà les secteurs dans lesquels les États africains doivent poser une organisation précise, des stratégies et des politiques, si vous voulez, des mises en place opérationnelles de ces centres d'apprentissage. Imaginez un peu que l'État prenne la responsabilité de faire développer un petit centre comme celui-là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous créez des mécaniciens, des experts à moindre coût, par le biais, maintenant si on vient dans la théorie, par le biais de la théorie de l'apprentissage qui est connue depuis longtemps, théorie qui est née aux États-Unis. Quand on assemblait encore les avions aux États-Unis, si vous voulez, bon, à la main, à partir de là, nous devons copier ces exemples-là et non rester sur les anciens modèles qu'on nous a imposés. Il faut aller à l'école, il faut aller apprendre. Et d'ailleurs, la tendance est en train de s'inverser. Jean-François, nous sommes tous enseignants, tous les trois sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En Europe, c'est quoi? C'est la théorie de l'apprentissage. Principalement aujourd'hui qu'on met en place. Donc ces petits centres-là, il vaut mieux les mettre en place pour pouvoir former les techniciens dont l'Afrique a besoin demain pour pouvoir, comment dirais-je, assurer, c'est-à-dire son émergence, sa croissance économique et le développement social. Oui, Samuel, ces jeunes Congolais ont prouvé, encore une fois, que la jeunesse africaine est dynamique, ambitieuse et généreuse. Oui, la jeunesse africaine est dynamique et généreuse. Il faudrait juste trouver des mécanismes d'encadrement de toutes ces compétences. Il faut développer le pôle recherche expérimentale. Et je suis parfaitement d'accord avec Jean-Marie quand il développe la théorie de l'apprentissage et de l'acquisition des connaissances. Je pense qu'il est important de mieux structurer ces secteurs et de donner des plateformes d'expression de ces compétences. Je pense qu'il faudrait peut-être ne pas se limiter à la dimension statique de l'expression de ces compétences et voir comment l'inscrire dans une approche dynamique, c'est-à-dire que prendre en compte les nouvelles technologies et adapter les connaissances et les compétences acquises par rapport à la construction de nouveaux instruments technologiques. Jean-François, on n'a plus beaucoup de temps, mais je suis obligée de vous laisser une petite réaction très rapide sur ce beau reportage. Non, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est notre réalité africaine quotidienne. Nous connaissons tous, quand nous y allons, nous voyons tous des petits qui sont en train de bricoler, etc. Et je trouve que, puisqu'il faut aller vite, il faut investir là-dedans, c'est investir dans nos potentialités à nous, dans des modes de développement qui nous appartiennent, faire confiance à cette jeunesse-là. Et puis, je vois aussi dans ce reportage ce dont nous parlons, une solution à ce dont nous parlons ici souvent, le passage de l'informel au formel. Tout cela, tant qu'ils n'étaient pas là, ils étaient en train de bricoler dans le quartier. L'Afrique a un potentiel immense à travers sa jeunesse, à travers la technicité de sa population, et on en revient toujours à la première chose, de mon point de vue, la première ressource de l'Afrique, elle est humaine. Et c'est à partir des hommes et des femmes qu'il y a les compétences. Il faut les valoriser et les reconnaître. Et on va passer aux chiffres du jour. 10 milliards de francs CFA, c'est le bénéfice net qu'a enregistré le port autonome d'Abidjan en 2015. Jean-Marie, une réaction? Je dirais tout simplement que la Côte d'Ivoire récolte les fruits des stratégies politiques, économiques, commerciales qui ont été mises en place dans le pays depuis la précédente mandature. Donc il est tout à fait logique que vous ayez ces résultats-là. Dès l'instant que vous mettez du sérieux, que vous mettez en place des politiques douanières, des politiques, si vous voulez, de planification des activités commerciales, des activités exportatrices, vous en recueillez les résultats assez rapidement. Jean-François, le directeur général de ce port autonome, a d'ailleurs annoncé que le port autonome d'Abidjan ambitionnait de devenir le 3e hub portuaire de la côte atlantique. Une ambition réalisable selon vous? C'est ce qu'il a annoncé et je pense que c'est réalisable. Je me dis simplement sur le chiffre que vous avez annoncé, nous allons un peu vite en besogne. Il y a une petite polémique dans ce pays, en Côte d'Ivoire, sur le fait que la Cour des comptes, qui aurait dû participer, n'a pas participé. Donc quand même, il faut se développer, mais avec de bonnes pratiques. De gouvernance économique, c'est important. Mais je pense pour répondre à votre question, je pense qu'ils en ont les moyens et ceux qui gèrent le port autonome
d'Abidjan que nous connaissons tous, hein, Bouygues l'autre Bolloré, ils sont des habitués de ce type d'opération, donc je leur fais confiance pour réaliser cela, et je pense que d'ailleurs depuis 2015 il y a un agrandissement du port qui est en cours, il y a une modernisation de ces outils, donc pourquoi pas, et il faut le souhaiter. Samuel ? Oui, je pense que Jean-François et Jean-Marie ont tout dit. Je pense qu'il faudrait plutôt saluer le leadership et la gouvernance du port autonome, mais aussi de féliciter la modernisation des services de douane ivoiriens. Il y a eu une promotion dernièrement. L'actuel directeur des douanes a été promu général. Je pense que quand il y a des succès, il y a aussi de la reconnaissance. Merci Samuel pour vos analyses. Merci Amira, bonsoir. Merci à vous Jean-François. J'ai fini par ne plus regretter d'être arrivé en retard, je suis arrivé assez tôt. Au revoir et à bientôt. À très vite Jean-François. Merci à vous Jean-Marie pour bonsoir vos analyses. Amira. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain en cette semaine, toujours consacrée à la culture urbaine sur le continent africain. Merci de nous suivre tous les soirs et à demain.